Merci beaucoup d'être venu à cette rencontre avec Antonella Cilento pour Lisario ou le plaisir infini des femmes aux éditions Actes Sud. Tout d'abord, une petite question. Est-ce que certains d'entre vous parlent seulement italien et ne parlent pas français? Non? Parce que c'est pour savoir si on traduit en italien la présentation du livre que je vais faire. Donc, Lisario ou le plaisir infini des femmes d'Antonella Cilento. Donc c'est un roman qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, et Lisario est une petite fille noble de Naples au XVIIe siècle qui rêve, qui est une petite fille pleine de vie, qui rêve de chanter, qui rêve de parler, qui est bavarde, et qui aime beaucoup utiliser sa voix. Malheureusement, dans son enfance, elle est malade, elle a un goitre au niveau de la gorge, elle va être opérée et elle va perdre, malheureusement pour elle, sa voix. En secret, comme c'est une petite fille très curieuse, elle va apprendre à lire et elle va se mettre à lire les romans de son père, malgré l'interdiction sociale de l'époque, puisque les femmes ne sont pas censées savoir lire ou écrire. Elle va lire, elle, Shakespeare, elle va lire Cervantes, elle va s'éduquer, et elle va aussi écrire des lettres à sa confidente, qui n'est autre que la très suave Vierge Marie. Sa famille, comme le veut la coutume à cette époque, désire la marier. Donc on lui promet un mari qui ne lui convient pas, ne lui plaît pas. Donc en signe de révolte, Lisario va tomber dans un sommeil inexplicable qui va rendre perplexe son entourage. C'est une sorte de coma, elle est toujours vivante, mais elle n'est plus au monde. Donc ses parents demandent à un médecin, Avicente Iguelmano, de la réveiller, de l'observer, de la réveiller, et Avicente va se mettre à la tâche. Il n'est pas, alors c'est pas le médecin qu'on voudrait quand on est malade, hein. Il n'est pas extrêmement doué ou extrêmement connaisseur des mystères du corps humain, mais il va observer Lisario et la réveiller d'une façon assez licencieuse, dont on va parler ensemble. Donc voilà pour une brève présentation de ce livre qui va nous entraîner dans cette Naples du XVIIe siècle qui est extrêmement baroque, qui va poser des questions d'identité sexuelle. On va croiser plusieurs personnages, on va avoir aussi cette question de l'homosexualité, la question du genre, la question du plaisir féminin, évidemment, qui est au cœur de ce roman et qui est d'ailleurs compris dans le titre. Et on va faire ce voyage à travers la figure de la femme, le droit de la femme de jouir, le droit de la femme de lire, d'apprendre, de s'exprimer, ou ce droit dont on peut aussi la priver. Ma première question... d'abord, on va avoir une lecture de la comédienne Fabienne Bargelli, qui va nous lire une de ces lettres, justement, que Lisario écrit à sa confidente. Lettre à Notre-Dame de la Couronne des 7 Épines, Immaculée Bienheureuse Marie, toujours vierge. Dame très précieuse, très douce et très vaillante. Aujourd'hui, 16 mars 1640, je commence ce cahier secret de lettres à l'âge de 11 ans, à la suite d'une très grave maladie, ou plutôt, comme le répète ma mère, d'un malheur irréparable qui m'a mise, pour parler comme Imarelle, notre servante, dans un bien fâcheux pétrin. Toi qui, depuis les étoiles, vois tout, tu connais sûrement ma maison, mais avec l'aide du ciel, afin que tu ne me confondes pas avec une autre Belisaria Morales dite Lisario, j'ajoute, à toutes fins utiles, que j'habite le château de Sa Majesté très catholique d'Espagne, Naples, Sicile et Portugal, Philippe IV, Dieu le protège, château situé à Baia, près de la splendide ville de Naples, et quoi qu'il en soit, il suffit que tu interroges les gens et tout le monde pourra te dire qui est la fille infortunée qui t'écrit. Tu te demanderas comment la chose est possible, vu qu'il est interdit aux filles d'étudier. J'appris à lire un jour d'il y a 4 ans désormais, alors que je grandissais sans frère ni sœur, étant née d'une mère défectueuse, et malmenée dans la basse-cour en tant que poule sans instrument. Entrée en grand secret dans la chambre paternelle où se trouvaient les livres, je grimpai sur une chaise pour m'en emparer, tombai, et les volumes me dégringolèrent sur la tête. C'est alors que tu m'as illuminée, car de poule que j'étais, je me retrouvai, une fois revenue à moi, experte en lecture, et comprenant ce que le livre racontait, je le dérobai. En quelques mois, j'appris parfaitement le lire et l'écrire en feuilletant et refeuilletant ce seul livre qui s'appelait « Les nouvelles exemplaires de l'excellent monsieur Miguel de Cervantes »,
par lui dédié à Dom Pedro Fernandez de Castro, comte de Lemos. Ah, quel monde s'ouvrit alors à mes yeux! Évidemment, je fus aussitôt tentée de dérober d'autres livres dans la chambre de mon père. Une œuvre en vers, Le Roland furieux de Messire Ludovic Arioste, une aventure aventureuse intitulée Lazarillo de Tormes, d'un auteur anonyme et inconnu. Sais-tu qui c'est? Mère très suave. Et enfin, la pièce Othello ou le mort de Venise, d'un albionesque Guillaume Shakespeare. Toutes ces écritures, je les récitais par cœur, et entre-temps j'en dérobais d'autres, jusqu'au jour où mon père s'en aperçut de ces larcins, et accusa Imarella, laquelle, au mot livre, roulait de grands yeux et agitait sa main fermée en cucuziello, comme une petite courge. Imarella fut punie, mais moi, cette fois-là, je l'échappai belle, et appris l'art de jouer la comédie, car si certains me prenaient encore pour une poule, j'avais désormais l'âme d'une renarde. Ma très suave, je te prie néanmoins de garder le silence et le secret sur le fait que cette malheureuse chrétienne sait lire et écrire, car trop de choses déjà ont mal fini dans ma courte vie, et j'en viens donc aux raisons de ma lettre. J'ai un goitre, un vilain goitre très douce, qui ne cesse de grossir, à cause de ma passion pour le chant, disent père et mère, malade dès ma naissance de parlerie. En effet, je venais à peine de naître que je chantais déjà, avec une voix aussi éclatante qu'une trompette, au point que le médecin regarda père et mère, se signa et de honte me gifla copieusement pour me faire taire. Et je me tus. Mais je grandissais, et ce vice ne me quittait pas. Bien au contraire, il croissait et prospérait parce que moi, soit je chantais, soit je parlais, tel un prêcheur véloce. Chose rigoureusement interdite aux petites filles et aux grandes, en disant tout ce qui me passait par la tête. Ma très suave, on m'apprit que la femme est née pour obéir, se taire et souffrir. Et à titre de confirmation, chaque fois que je chantais ou parlais, je recevais force gifles et taloches. « Petite guenon, vale ta langue », me disaient les servantes, et autres compliments de même farine. Si nombreux que mon chant, je le ravalais 1 fois, 2 fois, 1000 fois, et me voilà tout d'un coup avec une grosse boule dans la gorge. Et plus on me disait de me taire, plus elle se gonflait des mots que je ne pouvais dire et des chansons que je ne pouvais chanter. Parce que moi, ma très suave, quand je serai grande, je voudrais être chanteuse. J'aimerais aussi chanter les œuvres mélodramatiques de l'illustrissime maestro Monteverdi, des ritournelles et des airs de fête, et célébrer tes louanges, ô marraine, car je connais déjà tous les chants d'église en latin. Mais j'achève ma triste histoire. Ce goitre devint de plus en plus gros, et il y a 3 mois, mon père appelle le chirurgien et lui dit « coupe ». Et à mon grand désarroi, le chirurgien vient et prépare ses couteaux. Je prends la fuite, je l'avoue, tel un lièvre couard, trébuchant sur les marches du château, entre les jambes des soldats. Je me glisse dans la ruelle, parmi les ordures et les excréments, presque étouffée par le goitre. Au prix d'un grand dégoût, j'étais quasiment hors de danger. Mais ne voilà-t-il pas que je suis prise de hoquet ? Et c'est ainsi que l'on me tire de la ruelle, à bout de bras, pendant que je me débats de toutes mes forces, pitoyable et souillée, et je me retrouve ligotée sur la chaise de chirurgien. Et là, horrifique terreur, je me pisse, je me chie dessus, je hurle, mais en vain. Même les supplications que je t'adresse, à toi, madame très douce, sont impuissantes à me sauver. On m'ouvre la gorge avec le couteau. Je sens qu'on m'arrache quelque chose, et je vois le sang, mon sang, couler sur ma jupe, et je me dis, je meurs. En effet, ma très suave, je suis morte pendant 3 mois. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve. Celle qui t'écrit est Lisario défunte. Mais hier, je me réveille, et que vois-je ? Ma mère qui pleure à mon chevet, mon père qui la mine grave la sermonne, et moi j'essaie alors de parler pour leur dire « je suis vivante ». Mais aucun souffle ne sort de mes lèvres, pas un mot. Et j'entends les servantes qui connaissent déjà la vérité, la pauvrette, la plus de langue, elle qui l'avait si bien pendue.
Je suis muette. Je suis éteinte. Je suis un luth sans corde. Le chirurgien a failli. Il a fait une grosse bêtise, dit Marella. Je cours le long des murs, je m'enfuis, les mains sur la bouche. Qu'est-ce qu'on m'a fait? À dater d'aujourd'hui, je n'écrirai des lettres qu'à toi, Madame très douce. Je les cacherai ici, sous les pierres, sur la plage du château, d'où je t'écris en ce moment. On vient, on est à ma recherche. Que la mer les protège. È meraviglioso sentire cucuzziello in francese. Eh? Cucuzziello, on ne peut pas le traduire, en effet, et Marguerite Pozzoli, qui a traduit merveilleusement ce livre, a laissé Cucuzziello, courgette. Que Cucuzziello. Cucuzziello. C'est ça. Merci beaucoup Fabienne Bargelli pour cette belle lecture, donc qui nous montre effectivement quelle violence est faite à cette jeune fille qui veut chanter, qui veut parler, qui veut apprendre et qui se fait bâillonner d'une façon extrêmement sanglante et cruelle. Ma première question pour vous, Antonella Cilento, c'est pourquoi vous vivez à Naples? Pourquoi avoir choisi de parler de la condition des femmes en plaçant votre roman dans cette Naples du XVIIe siècle? Quindi la prima domanda è, Antonella, perché vive a Napoli e perché ha scelto di parlare della condizione femminile in questa Napoli del XVII secolo? Buongiorno a tutti innanzitutto, grazie alla Comédie du Livre per questo invito. Perché vivo a Napoli è una bella domanda. Mica facile, voglio dire, perché resto a Napoli soprattutto, perché ho scelto, come dire, non soltanto di lavorare a Napoli, ci insegno da 23 anni scrittura creativa, in francese credo sia atelier d'écriture, no? Ed è un'attività che si fa da soli, con grande fatica, con grande coraggio, ma resto a Napoli perché Napoli è il luogo appunto della mia invenzione. Donc c'est une belle question parce qu'effectivement à Naples je déroule une activité d'écriture et aussi c'est le lieu de mon invention. E Napoli è uno dei luoghi più straordinari della letteratura contemporanea e della letteratura di sempre, ed è anche la ragione delle difficoltà di tradurre questo libro, che è il mio 12° ma il primo tradotto in francese. Donc c'est mon 12e livre, mais c'est le premier qui est traduit en français. Et voilà, la langue aussi est très importante parce qu'elle est issue vraiment de Naples. Perché Napoli ha una lingua e una letteratura che risale al 1200. Donc Naples a une langue et une littérature qui remontent au XIIe siècle. E che ha quindi una sua sintassi, una sua lingua, una sua grammatica, e ha grandissimi autori ininterrottamente dal 1200 ad oggi. Donc elle a sa propre syntaxe, ses propres structures grammaticales, et donc c'est à partir du XIIIe siècle à aujourd'hui qu'elle a été utilisée en littérature. È dunque una radice profonda dello scrivere, tant'è vero che Lisario ha fra i suoi autori di riferimento un grandissimo scrittore della fine del Cinquecento, contemporaneo di Cervantes e Shakespeare, che è Giovan Battista Basile, l'autore dell'Opunto dei Liconti. Donc avec Giovan Battista Basile, Naples fait aussi honneur à ces grands écrivains comme Cervantes et Shakespeare. E Giovan Battista Basile ha scritto nell'Opunto dei Liconti una delle sue novelle che si intitola Sole, Luna e Italia, dove si racconta di qualcosa di molto simile a ciò che è narrato in Lisario. Donc je me suis inspirée de Giovanni Basile qui a écrit un récit où il y a une histoire très semblable de laquelle je me suis inspirée pour Lisario. Si tratta della storia di una principessa che non addormentata, come capita a Lisario, ma morta. Alors il s'agit d'une princesse qui n'est pas endormie, contrairement à Lisario, mais qui est vraiment morte. Da morta viene stuprata e rimane incinta e partorisce 2 volte. Donc une fois qu'elle est morte, elle est violée, ensuite elle tombe enceinte et elle accouche 2 fois. E per noi è normale ormai restare, come dire, incinte in coma e partorire in ospedale. Donc pour nous, ça nous paraît normal d'être dans le coma, d'être enceinte et d'accoucher à l'hôpital. Ma alla fine del Cinquecento era sicuramente una fantasia barocca e straordinaria. Mais à la fin de 1500, c'était quand même une fantaisie baroque et extraordinaire.
E dietro questa fantasia così lontana c'è poi anche un riferimento molto vicino per questo libro, che è invece il grande romanzo di Yasunari Kawabata, La casa delle belle addormentate. Donc il y a une autre référence qui parle aussi du même sujet, c'est La maison des belles endormies de Kawabata. Kawabata. Kawabata, premio Nobel, il primo premio Nobel del Giappone. E La casa delle belle addormentate è la storia, per esempio, di una casa di prostituzione molto particolare. Donc il s'agit d'une maison de prostitution tout à fait particulière, dove le ragazze sono sedate, addormentate, où les jeunes filles sont endormies. E i clienti sono anziani e impotenti e passano la notte a guardarle. Donc les clients qui viennent sont vieux et impuissants et ils passent leur temps à les regarder. E dunque in questo straordinario modello narrativo, vicinissimo e lontanissimo, è nata in me la voglia di raccontare una nuova versione napoletana e spagnola della Bella Addormentata. Donc avec ce modèle que j'ai pris comme référence, qui est à la fois lointain et proche, est née en moi l'envie de raconter ce récit d'une façon différente. La Bella Addormentata, in fin dei conti, è ancora una favola che parla di noi, no? La versione di Perrault, ma anche le molte versioni che esistono in Europa e a Napoli. Donc La Belle Endormie, c'est aussi une histoire qui parle de nous, comme le fait Perrault et aussi des histoires qui viennent de Naples. Dal momento che in fin dei conti sotto sotto si vorrebbe ancora che le donne fossero delle belle addormentate. Parce que finalement on aimerait encore aujourd'hui que les femmes soient de belles endormies. Ma la rivoluzione che Lisario fa all'interno di questa storia, in un tempo in cui alle donne è impossibile fare niente, né leggere né studiare. Mais cette révolution que met en acte Lisario à une époque où les femmes ne pouvaient rien faire d'autre que coudre et s'occuper de la maison. Quando sono libere diventano monache, che è il massimo di felicità che hanno. Donc leur grande liberté, c'est de devenir moinesse, et c'est leur plus grande liberté. Ah? E Lisario invece decide di restare padrona del suo corpo, che è una cosa in realtà che ha molto a che fare con la nostra tradizione napoletana, dove il corpo e le radici hanno un peso straordinario. Donc Lisario, au contraire, décide de rester maîtresse de son corps, ce qui est quand même extraordinaire. E il fatto che lei possa costantemente, come dire, essere padrona del suo piacere, perché in fin dei conti non è stata educata, non le hanno insegnato niente. En fait, elle décide d'être maîtresse de son plaisir, parce qu'elle n'a pas été éduquée à ça, on ne lui a pas enseigné. Le consente di ridere anche delle violenze più terribili che le vengono fatte. Et ça lui permet de prendre les choses avec humour, même des plus grandes violences qui lui sont faites. E questa è, per rispondere alla tua domanda iniziale, la questione, no? Perché raccontare di Napoli? Perché Napoli è femmina ed è un corpo vivente. Donc une réponse que je peux donner à ta question, c'est parce que pour moi Naples est femme, féminine, comme un corps vivant. È ancora vivant. Un corps vivant. È l'unica città d'Italia e l'unica città d'Europa che ha conservato il suo corpo da prima del Medioevo. Stiamo parlando di una città greca che non è mai stata distrutta né conquistata e dunque ha una continuità di vita fino ai giorni nostri. Naples a une origine grecque qui n'a jamais été détruite et donc il y a cette continuité. E non viene mai ricostruita, dunque è fatta di strati, è una città verticale. Donc c'est une ville verticale qui n'a jamais été détruite et qui est composée de strates. E dunque intorno a noi, come diceva una grande scrittrice che mi ha molto formato, Anna Maria Ortese, a cui debbo tutto. Donc je dois beaucoup à une écrivaine, Anna Maria Ortese, qui a été mon maître de formation. E intorno a noi a Napoli camminano ancora gli angioini, gli spagnoli, gli aragonesi, non sanno di essere morti. Donc il y a encore autour de Naples des Angioini et Aragonais qui ne savent pas qu'ils sont morts en fait. E noi non ci siamo accorti di essere circondati da fantasmi e dunque parliamo con la morte e con la vita. Donc nous on continue à dialoguer avec la mort et la vie parce qu'on ne s'est pas aperçu qu'on est entouré de fantômes. Merci beaucoup. Donc ce médecin qui est chargé de... Parce que l'acte de rébellion que fait Lisario, notamment, c'est de s'endormir, de sortir de la vie. Voilà. Et le médecin qui est chargé de la réveiller à Vicente... va découvrir, lui, comme dans Les Belles Endormies, d'ailleurs le roman dont vous parliez, le mystère de ce corps féminin, qui est à l'époque très mystérieux, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, pour les hommes.
Et finalement, elle est dans une grande vulnérabilité dans ce sommeil. Et lui, en découvrant les mécanismes du plaisir chez cette femme, va se sentir étrangement menacé par ce plaisir féminin. Elle va devenir sa femme et lui va voir le plaisir de sa femme comme un ennemi. Sì, è così. In realtà in questo romanzo si è cercato di raccontare una cosa che in Europa ha cominciato ad avere importanza soltanto alla fine dell'Ottocento con le ricerche di Charcot alla Salpêtrière. Donc, dans ce roman, j'essaie aussi de m'inspirer des recherches de Charcot qui ont commencé à faire leur effet en 1800. E quando si è iniziato a parlare del piacere delle donne lo si è guardato con sospetto e si è cominciato a parlare di isteria. Et donc, c'est là qu'on a commencé à parler d'hystérie avec un regard avec des soupçons par rapport au plaisir des femmes. E ai tempi di Lisario invece del piacere delle donne non importava niente a nessuno. Alors qu'au temps de Lisario, le plaisir des femmes n'avait aucune importance. Contava soltanto il piacere degli uomini, come è successo per millenni. Donc c'était surtout le plaisir masculin qui importait à l'époque. E a Vicente Ghelmano, questo medico incapace che oggi firmerebbe le nostre ricette senza visitarci. Donc à Vicente, le médecin, qui aujourd'hui serait un médecin qui nous prescrirait des ordonnances sans nous consulter. È molto spaventato dal piacere di Lisario e dal fatto che lei ne goda anche senza di lui, senza bisogno di lui. Il est vraiment horrifié par le plaisir des femmes et surtout par le fait qu'elle puisse jouir sans son aide. Ma poiché è anche stupido, pensa di poter fare soldi con il piacere di Lisario, di diventare famoso e quindi comincia una ricerca scientifica intorno al suo piacere con 2 secoli d'anticipo su Charcot. Donc comme il est aussi un peu imbécile, il décide de se faire de l'argent à partir de ce phénomène du plaisir de Lisario, avec 2 siècles d'avance par rapport à Charcot. Ma questa è anche la ragione per cui ho scelto di scrivere un romanzo ambientato nel XVII secolo. C'est aussi pourquoi j'ai choisi de faire se dérouler cette histoire et ce roman dans le XVIIe siècle. Perché è il secolo molto più, come dire, che corrisponde al nostro. Parce que c'est un siècle qui correspond vraiment au nôtre. E comincia la scienza a sostituire la religione. C'est-à-dire que la science commence à remplacer la religion. E allora, mentre un tempo tutti andavano in giro con un santino nella tasca, alors qu'à l'époque tout le monde allait se promener avec dans la poche un petit saint, oggi tutti vanno con in tasca un antinfiammatorio, Aulina in Italia. Alors aujourd'hui en Italie tout le monde se promène avec un anti-inflammatoire. Allora la scienza, che ai tempi di Avicente comincia a diventare importante nonostante i medici non siano che dei barbieri. Donc à l'époque de Avicente, la science commence à être très importante. Nonostante i medici siano dei barbieri. Même si les médecins étaient des coiffeurs. Barbieri. Des barbiers. Barbiere. È comunque uno dei posti, diciamo, uno dei temi fondamentali del nostro rapporto con il Seicento, che è il secolo in cui comincia anche lo sfruttamento del corpo femminile nella rappresentazione. C'est un des points communs avec le siècle 600, qui est aussi une époque où on commence l'exploitation du corps féminin. Fino a quel momento la pittura aveva sempre rappresentato soltanto scene sacre. À l'époque, la peinture ne représentait que des scènes sacrées. E la pittura invece diventa borghese nelle Fiandre, in Francia, in Italia, in Spagna. Donc la peinture commence à devenir bourgeoise dans les Flandres, en Espagne. E che cosa bisogna mettere in scena per far capire di essere ricchi e di essere sopravvissuti alle guerre e alle carestie? Alors qu'est-ce qu'on doit mettre en scène pour montrer qu'on est riche et qu'on a survécu aux guerres et aux épidémies? Le mogli che vengono dipinte e ritratte. Donc les femmes sont peintes, on fait leur portrait. E vengono rappresentate grasse, abbondanti, piene di cellulite. Et donc Rembrandt. Elles sont représentées grasses, grosses et pleines de cellulite. Perché in quel modo significa che si è mangiato nonostante la fame e nonostante le epidemie. Parce que ça vient bien montrer qu'on a bien mangé et qu'on est riche malgré les épidémies. Dunque è esattamente lo specchio del nostro secolo, del nostro tempo, in cui per far vedere che si è ricchi le donne invece vengono rappresentate magrissime. Donc c'est bien le miroir de notre époque où au contraire les femmes, pour montrer qu'elles sont riches, elles se montrent très maigres. Merci. Et
Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ce fameux mari médecin qui interroge le plaisir des femmes discute avec un anatomiste et il lui dit mais quand elles jouissent, elles nous volent quelque chose. Claudia, aiutami un attimo perché non sono sicura di Sì, questo medico dice che in fin dei conti quando la donna gode appunto l'isario ruba qualcosa all'uomo. Ah, sì, certo, è vero, in qualche modo gli toglie il suo ruolo, il suo potere, la possibilità di essere in qualche modo un padre, un controllore. A quel punto l'Isario può diventare agli occhi di Avisente anche una donna che fa veramente tutto e tutto da sola. In qualche modo Avisente prevede la rivoluzione che le donne stanno per fare. Et oui, c'est vrai, c'est une façon de lui enlever sa fonction, son rôle, et d'avoir un contrôle sur la femme. Et dans cette Naples du XVIIe siècle qu'on découvre sous votre plume et qui est magnifiquement décrite, il n'y a pas seulement l'Isario qui a du plaisir et qui s'interroge sur sa sexualité. Il y a aussi, on croise des personnages qui cherchent le plaisir, qui cherchent leur identité. Je pense notamment, par exemple, à un homosexuel, Michael Swartz, voilà. Il y a aussi une figure qui est la Bella Embriana, qui est à mi-chemin entre l'homme et la femme, et qui est un personnage aussi fascinant, qui va avoir un destin d'ailleurs assez tragique. Il y a Jacques aussi, Israël Colmar, qui est français et qui lui va devenir l'amant de l'Isario et qui va... Donc on est vraiment dans une recherche, chacun cherche son identité déjà sexuelle. Il tema centrale che mi premeva di toccare era la difficoltà che a tutt'oggi noi abbiamo intorno a noi con il femminile che è nella nostra società. Ce que je voulais toucher avec ce roman, c'est la difficulté que dans notre société on a par rapport à ce qui est féminin. E a Napoli in realtà il rapporto con tutto ciò che noi oggi chiamiamo cultura LGBT, et en français lesbiennes, gay, Donc le lien aussi en Naples avec la littérature, avec tout ce qui est la thématique homosexuelle, bisexuelle. Ha un'antichissima tradizione di rispetto e di accoglienza, perché a Napoli esistono da sempre quelli che vengono chiamati femminielli. A en fait fait l'objet d'un phénomène d'accueil et de bienveillance a Naples, dans la tradition, puisqu'on les appelait i femminelli. E sono considerati sacri sin dalle epoche più antiche. Et ils étaient considérés comme des êtres sacrés depuis l'Antiquité. E in epoca moderna e ai tempi di Lisario si interroga un personaggio gay o transessuale, come oggi noi diremmo, per chiedere i numeri all'otto. Et par exemple, les personnages transsexuels ou homosexuels étaient sollicités pour leur demander les numéros de gagnants du loto. E allora Bella Embriana, che è appunto il personaggio androgino, proprio nel senso platonico del termine, non è né uomo né donna, che vive all'interno del cuore di Napoli e che purtroppo è l'amante di uno dei personaggi peggiori del libro. Par exemple, Bella Embriana, qui est un personnage androgyne et qui est l'amant, la maîtresse d'un des personnages du livre. È in realtà capace appunto di rappresentare il senso del sacro e del rapporto con l'identità greca della città. Est capable justement de porter cette représentation de la thématique grecque de la ville, de l'origine grecque. Mentre Michael de Swartz, che è un grandissimo pittore olandese realmente esistito, alors que Michael de Swartz, qui est un peintre hollandais qui a vraiment existé, che è stato il maestro di Vermeer, quindi un grande pittore di quegli anni. Donc qui a été le grand maître de Vermeer et un grand peintre de ces années-là. Leggendo la sua biografia si capisce molto chiaramente che era probabilmente omosessuale, ma che a quei tempi non poteva dirlo, si rischiava la vita. Donc à l'époque, il ne pouvait pas le dire, mais on comprend par sa biographie qu'il était homosexuel, mais dans ces temps-là, il aurait risqué sa vie de fait de le dire. E dunque nasconde la sua identità in una grande passione, in un'ossessione religiosa. Et donc il finit par cacher son identité dans une obsession religieuse. E tutti gli uomini di questo libro hanno una grande fragilità. Et en fait, en réalité, tous les hommes de ce livre sont portés par une grande fragilité. Perché non possono scegliere, anche se hanno tutte le possibilità per scegliere. En fait, ils n'arrivent pas à choisir, même si en fait ils auraient tous les moyens pour le faire. E per paradosso l'Isario, che è
La più debole è quella che prende decisioni in maggiore libertà. Et finalement, c'est l'Isario qui apparemment est la plus faible, qui finit par prendre les décisions les plus importantes. Anche oggi, in qualche modo, il femminile che è nella nostra società spaventa, terrorizza. Et c'est vrai que même aujourd'hui, le féminin dans notre société fait horreur. In Italia, non so qui in Francia, ma in Italia muoiono 3 donne al giorno. In Italia si sono inventati anche questo nome, femminicidio. En Italie, on a même inventé un mot qui s'appelle fémini-homicide, qui vient coller à la réalité, qu'il y a 3 femmes par jour qui sont tuées. E spesso sono uccise da fidanzati e da mariti che non accettano di essere lasciati. Et souvent, elles sont tuées par des amants, des fiancés qui n'acceptent pas d'être quittés. E allo stesso modo Avisente non sopporta che la moglie vada via, in qualche modo vuole riaverla indietro, ma ne ha paura. Et de la même façon, Avicente, d'une certaine façon, ne supporte pas d'être quitté. Il veut pas que sa femme parte. E l'unica risposta alla paura nel nostro tempo, in fin dei conti, è l'ironia, è il comico. Donc finalement, une des réponses, des solutions à notre époque, c'est le comique et l'ironie. Le donne hanno molto lottato, molto protestato, ma la nostra rivoluzione è ancora breve. Bon, les femmes ont beaucoup lutté, protesté, mais en fait, notre révolution est encore brève. E in Italia molte ragazze più giovani, dai 20 anni in giù, et chez nous, des jeunes filles jusqu'aux 20 ans et en descendant, hanno smesso completamente di pensare al loro lavoro e all'indipendenza. Ont finalement arrêté, cessé de penser à leur travail et à leur indépendance. E quando io vado nelle scuole e chiedo loro che cosa pensano di fare per il loro futuro, mi rispondono che vogliono essere o madri o mogli. Et finalement, quand je vais les interroger sur leur avenir, elles me répondent qu'elles veulent être soit femme, épouse, soit mère. Che hai detto, va bene essere mamma e moglie, bellissimo, certo, però il tuo lavoro quale sarà? Una mi ha risposto che in un posto particolarmente degradato del nostro territorio, mi ha risposto che avrebbe voluto fare la vigilessa. Oui, c'est super de vouloir être mère et femme, mais une jeune fille m'a répondu qu'elle voulait être vigile. A San Giorgio a Cremano c'è la maggiore intensità di traffico d'Europa. À San Giorgio Cremano, c'est là où il y a une grande complexité de trafic. E io ho detto, perché la vigilessa? Et donc pourquoi tu veux être vigile? Perché è un lavoro di relazione. Parce que c'est un travail où on a des relations. Dunque c'è bisogno di fare ancora delle rivoluzioni post-femministe. Donc il faut vraiment encore faire des révolutions post-féministes. E l'Isario è decisamente un personaggio in anticipo ma post-femminista. Donc l'Isario est vraiment un personnage post-féministe et en même temps qui anticipe. Donc il y a encore cette croyance selon laquelle une femme n'est pas complète tant qu'elle n'est pas mariée, puisque l'Isario, c'est pas son vrai nom. Hein. Une femme au XVIIe siècle, en tout cas, porte un petit surnom, un nom raccourci, jusqu'au moment où elle va se marier et on va enfin pouvoir l'appeler par son prénom. Vero, e l'Isario in realtà, che dovrebbe appunto chiamarsi Belisaria solo quando si sposerà, rimane per tutto il romanzo l'Isario. En fait, elle n'emprunte jamais finalement son nom de femme mariée qui devrait être Belisaria, mais pendant tout le roman, elle continue à s'appeler Lisario. Anche perché l'abbreviativo in spagnolo suona quasi maschile in italiano. Aussi parce que Lisario sonne comme un mot masculin en espagnol. E dunque lei rimane in quel territorio intermedio dell'adolescenza, dove non si è ancora né maschi né femmine. Donc finalement, elle reste dans cette zone intermédiaire de l'adolescence où on n'a encore ni une identité masculine ni féminine. Et il est absolument nécessaire pour elle de cacher au monde à la fois qu'elle peut lire et écrire, mais aussi qu'elle peut jouir. Finalement, on se demande ce qui est le plus honteux pour une femme à cette époque, si c'est de savoir lire ou si c'est de savoir se faire jouir soi-même. E leggere e scrivere, in fin dei conti, è il vero piacere segreto delle donne. No? Finalement, lire et écrire, c'est ça le vrai plaisir secret des femmes. Perché nel secolo di Lisario improvvisamente scompaiono le poche poetesse che il Cinquecento italiano conosceva. Parce que finalement, à l'époque de Lisario, disparaissent les seules poétesses qui existaient dans ce siècle de 500. A Napoli, per esempio, Vittoria Colonna, una grandissima, straordinaria poetessa. Par exemple, Vittoria Colonna, très grande poétesse. E nel suo secolo le donne non leggono e non scrivono, dunque lei legge e scrive di nascosto,
segreto, dunque conserva una libertà che resta tale finché segreta. Donc son secret est aussi sa grande liberté qui est d'écrire et de lire en cachette. E di scrivere queste lettere alla Madonna che avete sentito, che sono naturalmente un diario personale, più che delle lettere alla Madonna. Et finalement, elle écrit ce journal, ces lettres à la Madone, qui en fait sont plutôt un journal personnel. Dove lei chiede qualunque cosa, compresa questioni di sesso. Où elle finit par demander à la Madone toutes sortes de choses, y compris des affaires sexuelles. E le chiede per esempio che cosa voglia da lei il marito, perché continui a insistere con lei, perché faccia con lei l'amore come se fosse una specie di trapano. Par exemple, elle lui demande pourquoi son mari est aussi insistant et continue à lui faire l'amour comme une espèce de... Trapano, c'est pour faire les trous. Une perceuse. Voilà. Donc une femme complète dont Lisario nous donne la définition, c'est une femme qui peut savoir avoir du plaisir intellectuel, du plaisir physique, mais l'idéal ce serait quand même de ne pas le faire en cachette, bien sûr, que les hommes puissent accepter que les femmes soient ainsi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on y est arrivé? Est-ce que Lisario aujourd'hui pourrait vivre libre dans cette société? A noi sembra di avere conquistato, come dire, quello che certamente manca al secolo di Lisario, però questa conquista non è ancora completa e definitiva e soprattutto non è stabile. Alors cette conquête qui serait de pouvoir jouir, avoir du plaisir sans se cacher, n'est pas encore tout à fait obtenue. Tant'è vero che questo libro, che adesso, grazie appunto a Margherita, esce in Francia, è già uscito per esempio in Spagna e nei paesi del Sud America ed è stato messo non fra i romanzi come dovrebbe essere, ma nella letteratura erotica. D'ailleurs, il a été traduit en Amérique du Sud, en Espagne, mais il a été classé dans la littérature érotique. Visto che le donne, a quanto pare, non possono scrivere romanzi seri con i modelli di cui abbiamo parlato. No, figurati. Visto che non possiamo scrivere romanzi seri, evidentemente. Ah, voilà, parce que, voilà, évidemment, visiblement, on ne peut pas écrire de romans sérieux. È un problema questo, come dire, l'idea era di scrivere con Lisario, come è successo anche in altri miei romanzi precedenti, un romanzo, cioè un romanzo che dialogasse con la storia del romanzo. Donc en fait, le but était d'écrire un roman qui serait roman, c'est-à-dire qui mette en scène un dialogue avec les romans. Che cosa sarebbe successo se un romanzo picaresco fosse stato scritto da una donna ai tempi di Cervantes? Par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si un roman picaresque avait été écrit au temps de Lisario par une femme? E che cosa invece succede se tu scrivi un romanzo dove giochi con le possibilità della scrittura e contemporaneamente però denunci tutta una serie di citazioni e di autori che ami? Et donc ce qui se passe lorsqu'on écrit un roman qui joue avec toutes les possibilités de l'écriture et qui en même temps dénonce quelque chose. Scrivere è un'attività che da sempre fanno come leggere soprattutto le donne. Donc écrire est une activité que font depuis toujours les femmes, parallèlement à celle de lire. La letteratura come noi oggi la conosciamo sulla grande distribuzione è nata perché le lettrici erano il pubblico da raggiungere. Donc la grande distribution est née aussi parce que les lectrices, les femmes, étaient le public à atteindre. Ma ancora oggi, soprattutto in Italia, benché ci siano più autrici che autori, si parla soltanto degli autori. Et c'est vrai qu'en Italie, encore aujourd'hui, bien qu'il y ait plus d'auteurs femmes que d'hommes, c'est surtout des hommes auteurs dont on parle. O nella grande editoria ci sono intere piramidi di lavoro fatte solo di donne e in cima c'è un uomo. Donc par exemple, dans le monde éditorial, tout le travail est effectué par des femmes, mais en haut de la pyramide, évidemment, il y a un homme. Dunque la questione è estetica ed etica insieme. Donc il s'agit d'une question esthétique, mais aussi éthique en même temps. Merci beaucoup. Donc la conquête du plaisir intellectuel féminin n'est pas encore terminée. Il va falloir rendre la salle. Je pense qu'on peut peut-être avoir 2 minutes pour une question, si quelqu'un a une question à poser à Antonella Cilento. Non? Oui. En italien, si vous parlez d'un politicien,
volevo sapere se quando scrive in italiano scrive anche in napoletano. Sì, soprattutto in tutti i miei romanzi ho sempre scelto di mescolare italiano e napoletano. In francese ovviamente non è possibile trovare un equivalente immediato e questa è una delle difficoltà, ma è anche una delle ricchezze. Perché Oui, j'ai toujours choisi d'écrire en italien mais aussi en napolitain. Évidemment, en français, c'est une des difficultés, mais c'est aussi une des richesses. Perché l'Italia è l'unico paese che ha conservato tutte le sue lingue regionali per la difficile storia che conoscete e l'unificazione ritardata. Parce que l'Italie a conservé tous ses dialectes, ses langues régionales, suite à l'unification tardive. Allora, scrivo spesso per il teatro anche, quindi a napolitain. Donc j'écris aussi pour le théâtre et donc en napolitain. Est-ce que c'est pas un problème pour le traducteur? Ah, non è un problema La per traductrice est traduzione. présente, donc est-ce que c'est un problème de traduire du napolitain Tu veux dire, Margherita? J'ai essayé d'utiliser une langue catalane napolitain. En France, c'est plus archaïque, en m'inspirant de Rabelais, en m'inspirant d'auteurs dont les mots sont quand même un peu décalés aujourd'hui, qui ne sont pas trop modernes, qui ne sont pas de l'argot contemporain, mais je n'ai pas eu recours à un dialecte français parce que ça ne me semblait pas la bonne solution. Quelquefois, j'ai laissé quelques termes dont on pouvait les comprendre, en mettant à côté le siège ou une petite. Non, donc Ah, elle s'est inspirée, comme le disait la traductrice qui est présente ici, s'est inspirée quand elle traduisait les passages qui étaient en napolitain. Elle n'a pas utilisé un dialecte français puisque effectivement nous, on n'a pas cette tradition en français. Les dialectes se sont éteints depuis beaucoup plus longtemps qu'en Italie, mais elle utilisait une langue qui s'inspirait plutôt de Rabelais ou de cette langue assez fleurie de la fin du Moyen-Âge et de cette période où la langue était très particulière, donc de la Renaissance. Voilà, c'est intéressant de savoir effectivement. Alors peut-être très rapidement pour cette question, parce que Voulez-vous nous dire quelques mots en napolitain? ah, quelques mots en napolitain, ouais. Possiamo far sentire. Allora, io vi leggo a questo punto, come dire, la traduzione italiana della lettura della prima lettera alla Madonna. Un pezzettino piccolissimo. Lettere alla Signora Santissima della Corona delle Sette Spine, Immacolata, Assunta e sempre Vergine Maria. Signora mia pregiatissima, dolcissima e valentissima, oggi è di 16 di marzo 1640 comincio questo segreto quaderno di lettere all'età di anni 11, a seguito di gravissima malattia, ovvero, come ripete la madre, disgrazia irrimediabile, e come chiosi in marella la serva, un guaio troppo esagerato. Per esempio. Merci beaucoup. Et on peut saluer le travail de la traductrice. Excusez-moi, je ne sais plus votre nom, Marguerite Pozzoli. Merci beaucoup. Merci à vous pour cet interprétariat. Merci pour la lecture théâtrale. Et puis merci évidemment, Antonella Cilento, pour votre présence et ces mots très intéressants que vous nous avez dit sur la condition des femmes. Merci à vous.